À 80 km à l'est de Marseille se trouve l'ancienne colonie grecque d'Olbia. Classée au monument historique, les vestiges sont visibles à la fois sur terre et sous l'eau. Cette petite colonie fortifiée, créée par les Grecs de Massalia pour surveiller la côte, a ensuite été occupée par les Romains. Surnommée la Bienheureuse, Olbia jouissait de la proximité de sources d'eau douce qui alimentaient les habitations, mais aussi des thermes remarquables. Les vestiges immergés intriguent les archéologues depuis longtemps. De quelle architecture faisaient partie ces blocs? Quelle était leur relation avec la partie terrestre? Chercheur au CNRS, l'architecte Laurent Borel dirige depuis 2019 une nouvelle campagne d'études des vestiges marins d'Olbia. Il y avait déjà une première étude qui avait été faite dans les années 2000, fin des années 2000, sur lesquelles en fait les blocs n'avaient pas été nettoyés, donc beaucoup d'informations liées à au liaisonnage des blocs et à leur mise en œuvre n'avaient pas été vues. Donc l'idée c'était de reprendre un petit peu ce dossier, de le reprendre aussi avec des techniques modernes, avec notamment l'utilisation de la photogrammétrie, mais aussi avec l'utilisation de drones afin d'essayer d'avoir un peu plus de recul sur l'ensemble des vestiges. Depuis 2019, le démarrage de cette fouille a été soutenu financièrement par ARPAMED sur les 4 campagnes et cette année en plus par l'Institut Arcaïa, qui est un laboratoire d'Amidex, Aix-Marseille Université. Et en même temps, on a aussi le soutien logistique de la municipalité de Hyères qui nous prête ses locaux et aussi du DRASM qui nous prête une partie du matériel. Sur les financements qu'on a obtenus de la part d'ARPAMED en 2019 et les années suivantes, ça nous a aussi permis d'avoir une grande partie de l'équipement qu'on utilise sur les fouilles et en même temps d'avoir des logistiques de la mission durant les différentes périodes où on est sur le terrain. On a une palanquée en ce moment qui est à l'eau, qui est en train de nettoyer les blocs, puisque le but étant de dégager la gangue de toutes les algues qu'il y a dessus. Et donc ceci nous permet en fait après de les étudier un à un et de les enregistrer grâce à la photogrammétrie, mais aussi de faire des croquis sur les blocs les plus significatifs qui vont nous apporter des informations quant à leur position, leur dimension et d'éventuelles structures assez importantes qui vont nous dire si c'était un bâtiment ou simplement des murs. Ça bougeait beaucoup, c'était difficile parce que tu grattes un peu, tu pars de l'autre côté, tu regrattes dans l'autre sens. Faut s'adapter, hein. Mais bon, c'est pas très drôle parce que du coup on est moins efficace. Il y a énormément d'algues et du coup quand on arrive on voit rien. En particulier les encoches qui ont été faites exprès pour lier les blocs les uns aux autres. Avec les algues on ne les voit pas. Si on ne nettoie pas, on ne voit pas tout ce qui a été taillé par les Romains. Quand je suis arrivée là, en 2012, on avait un certain discours, en particulier là-dessus, on pensait que c'était un quai. Donc j'ai dit, sagement, bravement, c'est un quai. En fait maintenant, on est en train de se dire que c'est autre chose. Voilà. Et ça c'est la science. La science elle est toujours en train d'évoluer. La vraie science. On n'a pas de certitude. C'est la seule chose qu'on sait. Il y a peut-être une partie grecque. C'est là qu'il faut nettoyer les blocs pour savoir si les modes de liaison sont les mêmes. Essayer de faire le distinguo entre les modes de liaison grecs et les modes de liaison entre les pierres romains. Là, on aura peut-être une idée qu'il y avait d'abord un môle grec et ensuite un romain, mais pour l'instant, on est plutôt dans le romain. Au VIe siècle, les Grecs fondent Marseille et puis il semblerait que les approvisionnements de Marseille, qui venaient de Grèce ou de Grande Grèce, c'est-à-dire le sud de l'Italie,
étaient interceptés par des pirates qui étaient dans les îles. Et donc les Marseillais, ils en avaient un peu ras-le-bol de se faire piquer leur cargaison. Et ils ont monté cette ville-fille, qui est une ville militaire, un plan rectangulaire, avec des gars qui étaient des militaires, des marins et des cultivateurs, qui venaient en famille et qui avaient chacun un appartement, si on peut dire, dans un îlot de 3 appartements qui leur étaient concédés. Il y avait comme ça 40 îlots et ça descendait pratiquement jusqu'en bord de mer. Le mur sud de la ville se trouve un petit peu plus loin derrière moi, en bord de falaise. On parle de quais, de jetées, de digues, tout un tas de choses qui aujourd'hui on essaie d'éliminer les unes par rapport aux autres et d'essayer de trouver en fait la réelle fonction de ces vestiges avec les différents sondages que l'on mène, mais en même temps l'étude des blocs architecturaux qu'on a retrouvés sur place. La précision photogrammétrique dans laquelle on arrive nous permet de voir en fait les traces de mise en œuvre. Donc on a tout un tas de liaisons horizontales avec des queues d'aronde, aussi des agrafes, et on a aussi des systèmes de liaisonnage verticaux avec des ténons en pierre qui permettent donc d'assembler les blocs entre eux et de les maintenir, et surtout aussi de déterminer en fait le matériau utilisé, qui est en l'occurrence du grès. Par certains endroits, on a encore des traces d'outils, donc des tailleurs de pierre, sur certaines faces qui sont les moins érodées, puisque en étant sous l'eau, bien sûr, les vestiges subissent une agression marine constante. J'ai dirigé le site d'Olbia pendant quelques années, ce qui fait que j'ai d'autant plus de plaisir à venir ici essayer de comprendre où était le port d'Olbia. On a pas mal baladé au moins dans notre tête en se demandant s'il n'était pas plus près de la ville, mais il semblerait qu'il est un petit peu plus loin. Vous voyez cette espèce de petite vague là qui est là, elle se forme contre une plage qui s'est indurée vers le Xe siècle. Elle est devenue dure et cette plage marque là où était la plage dans l'Antiquité, donc là où était le petit port grec puis romain, que c'est toujours des accumulations, c'est pas l'un qui remplace l'autre, c'est l'un qui vient se mêler à l'autre et après ça fait des mélanges. Et donc tout ça, c'était de la terre. Donc on avait de la terre jusqu'ici, et sans doute un peu plus vers la route du sel. Et là où il y a les petites vagues, vous aviez le port romain. On a eu la chance de trouver dans les fondations des murs du mobilier céramique qui nous permet en fait de dater le premier ensemble de ces vestiges qui serait donc de l'époque romaine. Et on a quelques fonds d'amphore et un col d'amphore qui nous permettent de bien positionner la date de la construction de ces vestiges. César et Pompée se disputent, les Marseillais prennent le parti de Pompée contre César. César est un peu fâché, il va mettre le siège devant Marseille et pour montrer aux Marseillais qu'il est quand même plus fort que les autres, il va casser les remparts des Marseillais, ce qui est la vexation suprême. Et ici, il se trouve qu'au même moment, on a le rempart sud qui est cassé, sur lequel on monte des bains romains. Et ces bains romains étaient assez extraordinaires. D'abord, c'était les plus grands de l'époque, en 50 avant Jésus-Christ. Et en plus, c'était des bains qui étaient alimentés par de l'eau de San Salvador, qui est une eau qui soigne. C'est une eau qui soigne les calculs, qui soigne l'arthrose. Et donc, ils avaient déjà pigé ça. Ils faisaient venir de l'eau par aqueduc et il y avait des bains de soins. Et quel est le lien entre ces bains et la mer? Il y en a certainement un. Et il est probable que cet ensemble est un ensemble qui est entre la mer et la terre et ces bains. Ces sondages ont aussi prouvé, donc au-delà du matériel qui a été trouvé dedans, c'est qu'en fait la technique employée ne peut pas être une technique de construction en mer, mais une technique de construction terrestre, puisqu'on a la mise en place de rigoles de fondation qui peuvent être faites que dans un substrat terrestre ou semi-humide, mais en tous les cas aucunement en mer, puisque c'est ces rigoles de fondation qui seront remplies en fait par un conglomérat de blocs, de céramique cassée et de déchets de taille qui viennent faire les fondations des murs sur lesquels repose la structure. Ces structures-là étaient effectivement certainement une jetée, puisqu'elles sont allées reliées à la terre, donc ce n'était en tout cas pas une digue. Et la différence d'une jetée n'est pas reliée à la terre. Et elles devaient sûrement servir soit de débarcadère ou effectivement de quai. Mais alors le quai n'est pas dans une fonction portuaire intense, puisque pour l'instant, en tous les cas, nous, dans nos sondages, nous n'avons pas retrouvé de dépotoir portuaire
qui indiquerait en fait une très grande fréquentation de ce port en tant que port commercial. Le paysage a beaucoup changé et en tous les cas ces vestiges sont bien la preuve qu'il a bougé, puisque si ça a été construit à terre, aujourd'hui ils sont immergés. Donc en tous les cas la partie qui était seulement à l'est était à terre. Et effectivement on voit de toute façon d'année en année depuis 2019 qu'il y a beaucoup d'érosion. Par chance en fait c'est le ciment des fondations, le béton des fondations qui est suffisamment structurant et qui retient les vestiges qui vont empêcher qu'ils se détruisent. Et le reste de la question sur le trait de côte, c'est aussi une question très importante qui reste à déterminer. Et donc, par ailleurs, on a réalisé cette année une campagne de carottage avec nos collègues du CEREJ, grâce à un soutien de la Fondation Arcaïa, afin de déterminer les phases d'induration de cette plage et de connaître la datation de leur formation.